Donc les premières pièces que vous avez là, mis à part ce dessin, ce collage des années 80, ce sont deux décalcomanies. Et celle d'après, c'est une résinotypie. Ça veut dire que ce sont toujours des techniques photographiques. Or, de tous les médiums que j'ai utilisés, Dieu sait si j'en ai utilisé, c'est celui pour lequel je me sens le moins concerné, la photographie. Mais en tant que peintre, et à une époque peintre qui aime quand même peindre ce qu'il voit, hein, moi je reste très traditionnel pour ça, c'est-à-dire il y a quelque chose à l'extérieur et moi je suis là, et l'histoire c'est la relation que je vais entretenir et ce qui est en dehors de moi, et qu'est-ce que je vais en faire, comment ça va ressortir. Et la photographie c'était quand même un médium avec lequel j'avais un problème. Et surtout, je voyais autour de moi des petits camarades, des confrères avec qui je pouvais me disputer, comme Yves Bélorger, dont vous avez, je crois, une œuvre ici, qui peignait à partir de photographies. Je dis, enfin, si tu dois peindre à partir de photographie, fais la photographie, fais pas la peinture. Et on se disputait, c'est un vieux sujet, hein, c'est un vieux sujet qui date de l'invention de la photographie. Et donc moi j'avais un problème avec ces photographies, et le peu de photographies que j'avais dans mon atelier m'encombrait. Je trouvais que c'était un encombrement. Je voyais ça, je continue de voir ça comme un document, alors que je ne vois pas un tableau comme un document. C'est partial, je sais très bien que c'est un point de vue très partial, mais c'est comme ça que je voyais les choses. Donc je me suis dit, au lieu d'en parler, je vais en faire. C'est beaucoup mieux de faire. Ces photographies qui m'encombraient, je me suis dit, tiens, on va faire... je n'ai pas réfléchi, j'ai fait comme ça. J'avais un Mamiya et finalement je revisitais ce qu'était cette histoire de la modernité, quoi. C'était la photographie. La modernité, c'est l'invention de la photographie, hein, c'est rien d'autre. Hein. Oui, c'est surtout ça pour la peinture. Donc je me suis dit, tiens, je me partais avec un carnet de croquis et un appareil photo, un Mamiya 6.6. Et qu'un ami photographe m'avait donné, enfin, ou me prêtait. Et donc j'allais marcher partout. J'aimais beaucoup marcher à l'époque, surtout croquer et faire des crowbars. Et en fait, ce travail-là, pour que ce soit complet, il faudrait le voir avec les dessins. Donc l'idée, c'était de faire... J'allais dessiner, parce que je continue de faire ça d'ailleurs aujourd'hui. J'allais dessiner ce que je voyais, ce qu'il y avait sous mes yeux. Mais en partant, je faisais une photo de ce que j'avais dessiné. Et après, j'aimais comparer quoi, les deux. Puis, j'en parle à mon ami Michel Bertrand, avec qui je faisais des lithographies à l'époque, etc. Puis, il y a un truc à faire et tout, j'aimerais bien voir les dessins et les photos, etc. etc. Puis, voilà. Et je cherche un moyen de montrer ça comme on montre un tableau, parce qu'on était en plus, on est en plein dans l'époque photo picturale. Cette grande époque, photo tableau, quoi. Et puis, j'ai dit, tiens, il faudrait trouver une texture aux images qui légitime le fait qu'on les mette contre des murs. Parce que moi, je trouvais que les photos, c'était toujours mieux dans les livres. Et je me suis dit, tiens, si moi je les mets au mur, il faudrait qu'on trouve un truc, une picturalité à ce truc-là. Bon. Et alors, lui, il avait trouvé, la première chose qu'il avait trouvé, c'est cette histoire de décalcomanie. Il m'a dit, on va les imprimer en photogravure sur du papier report, on va les transférer, etc., etc. Et tout à coup, il va y avoir un truc qui nous renvoie à l'imprimerie, à quelque chose comme ça. Et ce qui me plaisait aussi, c'est que du coup, ces images imprimées comme ça, décalcomaniées, ce qui m'avait frappé en dessinant, c'est que quand je dessine, je tourne la tête et je peux dessiner ce qui est là, à la limite, ou là, ou... Et voilà. Alors qu'avec l'appareil photo, bon, ça semble con de dire ça, parce que c'est évident, sauf qu'on vise. Puis c'est un truc de borgne, la photo, c'est un mec qui vise avec un œil, quoi. Alors que moi, quand je dessine, je ne suis pas borgne, quoi. Et quand je suis photographe, je le deviens. Je vise, enfin, c'est quelqu'un qui vise. Et je me suis dit, tiens, les photos, on va les mettre dans du grand blanc, parce que quand je dessine, tout le blanc qui est autour, parce que la première idée, c'était de faire le blanc et de continuer au dessin. Ça faisait un peu art contempo, ça m'emmerdait. Donc j'ai dit non, on va faire le grand blanc, le laisser vide, puisqu'il n'est pas sur la photo, et on mettra des petits dessins à côté. Voilà. C'est un peu l'histoire de ces photos-là. Et alors, l'affaire, parce que ça a commencé à me passionner, ces histoires avec la photographie, l'affaire continue parce que Michel Bertrand, donc, qui est une sorte de trésor vivant, c'est le trésor vivant de l'impression. Et
Il me dit, ah, j'ai trouvé un nouveau truc dans des bouquins d'un dénommé Poitevin, qui n'est autre que l'ancêtre de Poitevin, notre ami Poitevin. Je crois que c'est son bisaïeul, je crois, qui a écrit un livre sur la photographie. Et il y a des trucs là-dedans, il faut creuser, il y a des trucs, c'est là, c'est en friche. Bon, et j'ai transformé pendant 2 ans mon atelier de peintre. J'ai viré tout ce qu'il y avait comme peinture, etc. Et on a transformé ça en truc de petit chimiste pour essayer de voir si on arrivait à ressortir ces machins-là. Alors on a commencé par faire des gommes bichromatées, ce qui est assez répertorié quand même. Et après on est arrivé à cette technique un peu extraordinaire qui s'appelle la résinotypie. Et là donc on arrive à la 2e pièce que vous avez là, qui est encore très pictorialiste parce qu'on ne maîtrisait pas parfaitement encore le truc. Et il y avait des effets picturaux. C'est pas que ça me plaisait, mais on n'arrivait pas à faire plus précis à ce moment-là. Mais c'était quand même beau. Aujourd'hui, je regarde ça avec un œil très critique parce que je pense que ça a les défauts qu'on reproche au pictorialisme. C'est-à-dire c'est la photo qui ressemble à de la peinture ou à du dessin. Mais après, on a continué à travailler ce truc-là parce que, en fait, ce qui m'intéressait, c'est de faire du pictorialisme, mais à l'envers, puisqu'on était en 1990. Le pictorialisme, c'était la guerre esthétique de la fin du siècle dernier. Et moi, mon idée, c'est d'arriver à faire des images photographiques où on voyait bien que c'était de la photographie. Ça ne trompait pas, là, ça trompe un peu le spectateur. On voyait bien que c'était de la photographie, mais tout à coup, on redonnait à la photographie sa vertu d'être aussi une surface. Enfin, je ne dis pas qu'un tirage argentique n'est pas une surface, mais le spectateur a tendance à l'oublier. Donc, quand on regarde une photo, on regarde d'abord l'image. On oublie de regarder la surface. Et moi, voilà, mon petit défi à moi, c'était de dire non, moi j'aimerais qu'on regarde les deux en même temps, que le spectateur se retrouve devant simultanément à la fois une image et à la fois une surface, c'est-à-dire une chose et une représentation. Parce qu'il se trouve que je crois à peu près tout ce qui m'intéresse dans les histoires dans mes petites histoires à moi, quoi, hein, ça a toujours été cette histoire-là. Comment ça peut être à la fois une chose et une représentation. C'est bête comme chou, mais ça fait un gros programme en fait quand on y réfléchit. Et de jamais basculer d'un côté ou de l'autre. Si c'est une représentation trop spectaculaire, par exemple, le sujet peut envahir le truc, quoi. Enfin, moi, le truc qui me plaît, c'est plutôt Cézanne que, je sais pas moi, les chevaux de Delacroix, même si j'admire la peinture de Delacroix. Mais cette idée comme ça, cézannienne, c'est les pommes, ça suffit, me convient assez, quoi. Voilà. Et donc, avec la photographie, je trouvais ça assez intéressant de remettre en jeu dans la photographie, qui n'est pas du tout mon médium. Encore une fois, je ne me suis jamais pris pour un photographe, que je ne suis absolument pas. J'ai juste fait clic-clac, merci Kodak, hein, c'est tout. Mais après, j'ai essayé de réfléchir à comment elle est reçue, la photographie. Et on a mis toute cette chimie là en place, toute cette scénographie, cette théâtralité aussi, puisqu'elles sont grandes. Mais en fait, la taille des images aussi dépendait du sujet. Si je faisais une nature morte, c'était grand comme ça, puisque les pommes sont comme ça, et les paysages, on faisait le plus grand possible, parce qu'il y avait cette idée de panoramique. Alors nous, on était limité à 2,50 m par 2, et la photo que vous avez, c'est ça. Alors après, il y avait aussi d'autres choses qui intervenaient avec cette technique. Elle est tellement riche, cette technique en soi, que tout ce que vous faites avec, c'est beau. Mais sa propriété, moi, me semblait-il, c'était, pour revenir à cette idée de surface, c'était qu'il fallait qu'on ait des compositions all over, des compositions qui remplissent à peu près toute la surface. Le bosquet, c'est presque ça, mais c'était au début. Après, je faisais des photos en me rapprochant plus du bosquet, de telle manière qu'il n'y ait pas le ciel, ou qu'il n'y ait même pas de premier plan. Il y a une profondeur assez difficile à définir. Comme dans un tableau de Pollock, si vous voulez. Il est difficile de dire où est le lointain, où est le proche. Alors après, je faisais des photos très all over. Enfin, ça, c'est parmi les premières, hein, celles que vous avez. Et après, je me suis rapproché et je faisais des photos comme ça, où on ne pouvait pas dire qu'il y avait un endroit qui était plus important qu'un autre. Ça revient à l'idée de l'ornement, du tissu, de choses comme ça.
Et du coup, là, la matière, elle prend toute son importance. Ça redonne encore plus d'importance à l'idée de surface. Et ça éloigne un peu l'idée de représentation. Parce que l'idée, c'était toujours de faire gagner la surface. Sans tomber non plus dans une photo où on ne voit plus du tout le sujet. C'est le cas, c'était la surface qui gagnait toute seule. Et j'avais perdu mon pari de mettre les deux sur la... Si on mettait les deux sur le plateau de la balance, il fallait qu'elle reste plate. Bon, tout ça, c'est théorique. Hein. Après, on faisait. Après qu'on est à l'atelier, le réel vous rattrape. Voilà. Donc, c'est moins romantique que ça en a l'air, cette affaire-là, en fait. Bien que mes sujets soient les sujets des romantiques. Puisque, quand même, l'idée de l'homme dans la nature, etc., malgré tout, même si j'ai la conscience à l'époque à laquelle je vis, de la distance qu'on peut entretenir avec cette période-là, il n'empêche que c'est quand même quelque chose que je trouve encore très très attirant. Je pense qu'un grand précurseur, par exemple, de Cézanne, c'est Friedrich. C'est pas forcément couru dans les livres d'histoire de l'art, et pourtant ça l'est à mon avis. Et quand on lit les lettres de Carus, qui était un compagnon, un érudit, compagnon et ami de Friedrich, quand on lit les lettres sur je crois qu'il y a 7 lettres sur l'art du paysage, quand on lit les lettres de Carus à Friedrich, à un moment donné, il est fait le portrait d'un peintre qui va venir, qui adviendra. Alors parce qu'il fait des différences entre le grand style, le style moyen, le style vulgaire, etc., etc. Et puis à un moment, il fait le portrait d'un peintre qui va arriver. C'est même pas son ami Friedrich, c'est celui... Et on a l'impression qu'on lit le portrait de Cézanne. C'est assez hallucinant. C'est très très beau, les lettres de Carus. Et donc voilà, moi, grâce à la photographie, ça m'a fait baigner ça m'a fait revisiter au fond ce qu'étaient tous ces enjeux J'ai fait un peu l'historien à ma manière, quoi, un peu pragmatique qui touche la matière. Et ça m'a fait revisiter ce basculement qu'il y a eu avec invention de la photographie, la lettre de Humboldt par exemple, la lettre de Humboldt, ami de Carus, encore toujours la même équipe. C'est un livre de Roland Recht. La lettre de Humboldt, c'est une lettre que Humboldt écrit à Carus en lui disant « Je viens de voir un truc là incroyable et ils viennent de voir à Paris des daguerreotypes. » Donc vous voyez, il y a Humboldt qui écrit à Carus, Carus qui est copain de Friedrich, cette histoire romantique, etc. L'homme seul dans le paysage. Friedrich, à la fin de sa vie, il ne fallait pas aller causer avec lui, hein. Il ne supportait pas les humains, quoi, hein. Lui, il avait juste envie de parler avec les arbres. Et le passage, d'ailleurs avec le même type de misanthropie cézannienne, c'est quelque chose que grâce à la photographie, j'ai creusé un peu ces sujets-là. Voilà. Ça m'a nourri. Voilà. Ça m'a nourri, et quand j'ai laissé tomber, quand petit à petit j'ai abandonné ces histoires de photographie pour revenir à mes amours, que sont le dessin d'abord et la peinture ensuite, je suis revenu avec cette nourriture-là, voilà. Avec cette nourriture-là. Donc ça a été, je sais pas, de fréquenter la photographie, ça m'a, je dis bien, je ne l'ai que fréquenté, hein. Ça m'a fait réfléchir à plein d'autres choses. Même, je suis allé voir une expo des dessins de Cartier-Bresson peu de temps après, et de voir que ce grand monsieur de la photographie ait fini sa vie en dessinant des portraits de ses amis au crayon et de plus toucher à la photographie, je me suis dit, tiens, ouais, je comprends, je trouvais ça assez pertinent. Alors que comme dessinateur, il était considéré comme, je sais pas, il n'est pas considéré quasiment du tout, si ce n'est qu'un peu exégète de Giacometti, quoi. Mais en vérité, c'était juste que je crois qu'il pensait que c'était plus important de faire un dessin qu'une photo. C'est fou, hein. Et voilà. Alors après, il y a des boucles, parce qu'il y a des passages, parce qu'après, vous allez vous dire comment ce mec qui vient de me raconter ça, il a fait le tableau jaune qui est là. Non. Donc,
fort de ces... Bon, après, c'est la partie moins... Il y a des parties... Moi, je m'aperçois que j'ai fait ça comme ça toute ma vie, en fait. Analytique, noir et blanc, machin truc. Après, plus, on va dire, plus spontané, libre, etc. Puis re-analytique, etc. Les photos, le tableau jaune. Donc, pour aller de ce travail-là au tableau jaune, effectivement, il s'est passé 2-3 choses. D'abord, j'ai commencé donc à éliminer petit à petit la photo. J'ai continué de dessiner. Je me suis dit, ben maintenant, je vais faire des peintures. Donc, j'ai pris tout ce qui pouvait rentrer dans l'atelier. Puisque si ça rentrait pas dans l'atelier, je ne pouvais pas le peindre. Ou alors, il fallait que je sorte peindre du paysage dans la nature. Donc, j'avais plutôt envie de ramener les objets dans l'atelier. Donc, j'ai amené dans l'atelier ce qu'on peut ramener dans un atelier qui est surtout pas original, zéro originalité. C'est la phrase, vous connaissez la phrase de Matisse, j'adore. Don't be original. Don't be original, j'aime bien. Be simple. Donc, je suis pas original, je suis simple, donc j'ai fait, je sais pas, j'aimais bien les fruits, les trucs. Il y en a dans le truc des années 80, vous avez vu, il y a des fruits, des arbres. Ouais, j'ai fait rentrer des fruits dans l'atelier, ou alors j'allais chez le fleuriste, j'achetais des trucs. En plus, il était sympa, il me donnait des vieux stocks qu'il avait. Je me retrouvais avec des moulons de fleurs, des trucs comme ça. Et j'ai commencé à les peindre avec moi, au chevalet, comme ça. Alors j'avais des dessins, je les peignais. Je trouvais quand même ça un peu. Au bout d'un moment, je me suis ennuyé quand même, il faut dire ce qui est. Puis je retombais toujours sur. Parce que même si je suis absolument passionné de l'histoire de mon médium, je pense quand même que mon boulot, c'est de déplacer légèrement le curseur. Ouais, légèrement. Hein. Je ne suis pas révolutionnaire à ce niveau-là. Je pense que déjà, si je déplace un peu le curseur, c'est déjà pas mal. Donc, ça m'allait pas. Et il y avait toujours cette histoire de photographie. Et j'ai commencé un jour comme ça à regarder à la jumelle les fleurs. Les fleurs à la jumelle, les fruits à la jumelle. Et là, j'ai trouvé que c'était stupéfiant, quoi. Vous avez déjà fait l'expérience de regarder à l'intérieur chez vous, serait-ce que votre cendrier ou je sais pas quoi, d'un coup, c'est effrayant, quoi, ça fait peur, quoi. On est dans un film de science-fiction. Et alors là, je me suis dit, c'est magnifique et tout. Et alors du coup, au lieu de faire sur des tableaux comme ça, j'ai acheté des tableaux, des trucs de 2 mètres, 3 mètres. Et j'étais avec les jumelles, et je mettais les fleurs et je peignais. C'était devenu un truc magnifique pour moi, voilà. Et donc, j'ai fait ça. Et là, j'ai pas tellement de théorie, quoi. Si, je peux vous dire le proche, le lointain, après on peut l'analyser, mais c'est de l'après-coup. En réalité, je trouvais ça tellement incroyable de regarder les choses sous cette vue-là, que les choses soient agrandies. C'était la question de l'agrandissement, qui existe en photographie, hein, par ailleurs. Mais l'idée d'agrandir comme ça et de voir les choses comme, je sais pas moi, comme une mouche ou un truc comme ça et d'être dans les fleurs, je trouvais ça spectaculaire. Et voilà, j'ai voulu le restituer en peinture. Donc voilà, le tableau jaune, il vient de la fin de ça. Après, je sais pas, j'ai acheté une plante chez le mec du coin, etc. En gros, une plante de salle d'attente de dentiste, ça devenait une forêt vierge, quoi, à la jumelle. Et là, je partais dans des trucs un peu plus, comment dire, pas plus rêvés, plus fantasmés, plus. Et donc, la question, c'est réintroduire la couleur. Parce que là, depuis le début, on parlait que de choses où il y a la question de la valeur. Et de l'autre côté, la question de la couleur. C'est pas du tout la même chose, on est bien d'accord. On revient quand même aux vieilles guerres du 19e, couleur contre valeur. Clair-obscur. Le clair-obscur qui disparaît avec les impressionnistes. C'est disparition du noir. Toutes ces choses-là sont apparues de façon quasi naïve un peu quand je faisais ça. Et si je devais revenir du coup à quelque chose qui serait beaucoup plus de mon actualité, parce que finalement ça prend du temps de réfléchir les choses, mais pas uniquement par la pensée, mais par l'expérience. Ça prend du temps, il faut me faire quand même pas mal des expériences. Et enfin moi je suis un peu Saint Thomas, quoi. Il faut que je touche pour y croire, quoi. Donc forcément ça fabrique une sorte de lenteur. Et puis après, je suis plutôt sceptique aussi. Donc, il faut vraiment les mettre à l'épreuve, les choses. Je ne peux pas me contenter d'un discours, quoi.
Et petit à petit, je me suis dit, avec ces histoires de couleurs, qu'est-ce que je peux faire, quoi. Et comment je peux peindre quand je ne veux plus faire rentrer les objets dans l'atelier. Et je saute peut-être des étapes, mais on a toujours envie de parler de ce qu'on fait plutôt que de ce qu'on a fait. Il est venu un moment où je me suis dit, bon, moi maintenant, je vais me balader et tout. J'aime toujours peindre les mêmes choses, hein, les arbres, les fleurs, les machins, et tout le paysage. Hein. Et le beau paysage. J'ai aucune envie de peindre la façade qui est derrière vous en ce moment, même si je trouve qu'elle est extrêmement pittoresque. Mais je reste, moi, sur comment dire, les lieux communs de l'art du paysage. Voilà, c'est comme une convention pour peindre, pour moi. C'est pas que je veux pas peindre autre chose, c'est que c'est presque, ça fait partie des contraintes. Tu restes dans le cadre de la tradition absolue, quoi. Et c'est dans ce cadre-là, si tu veux être original, c'est là qu'il faut l'être, pas par le sujet. Tu dois être original par le traitement du sujet, pas par le sujet lui-même. C'est en ce sens que je suis souvent en désaccord avec certains de mes contemporains. Moi, j'essaie d'être original par le traitement, pas par le sujet. Donc le sujet est toujours assez simple et tout, mais je me suis dit, bon, si le sujet c'est les arbres, comment je peins des arbres à l'atelier? Il n'y a pas d'arbres, je ne vais pas faire rentrer de la forêt dans l'atelier. Donc j'ai commencé à travailler de façon plus spontanée en pensant à la lumière et comment on peut faire de la lumière rien qu'avec de la couleur. Alors, au début j'ai fait du clair-obscur, hein, c'est-à-dire j'ai mis des sombres avec des clairs, puis après j'ai commencé à mettre des sombres avec des sombres. J'avais des sortes de trous, des peintures comme des trous assez beaux, mais ça joue quand même un peu sur le fait de l'illusion qu'on va pénétrer le tableau. Mais c'est très all-over encore une fois, mais c'est le tableau comme un espace à habiter, quoi. Le spectateur se sent, je pense, interrogé à l'idée de rentrer. Il y a quand même encore pas mal d'illusionnisme, etc. Mais petit à petit, j'ai évacué le noir. Petit à petit, j'ai commencé à essayer de faire travailler une couleur avec une autre. Puis après, je me suis dit, tiens, avec deux couleurs, on peut déjà arriver à les faire parler très très fortement pour qu'une couleur transforme vraiment l'autre. Et si je mets une couleur de merde sur un bleu nuit, ça va vraiment devenir de l'or, quoi. Et cette sorte d'alchimie de la couleur pour elle-même, alors que je partais de l'idée de faire la forêt par exemple, cette réalité de la couleur seule, en dehors même là du sujet, c'est-à-dire la réalité de ce qui se passe dans l'atelier, devenait tout aussi réel que le point de départ qui est la forêt. Et alors maintenant, l'idée c'est de mettre en équilibre quelque chose qui a été vu, parce qu'il est toujours quand même, il faut quand même toujours garder cette idée d'une représentation, et quelque chose qui est la réalité même du tableau, quoi. Ce qu'est le tableau. Le tableau, c'est les couleurs dessus. Alors comment on les pose, comment on fait ceci, comment on fait cela, est-ce que c'est mat, est-ce que c'est gras, est-ce que c'est maigre, est-ce qu'il y a des épaisseurs, tout est question. Tout compte. Parce que si on se gourre à un endroit, ça ne marche plus. Voilà. Par exemple, moi, j'ai très vite compris qu'il fallait que ça ne brille pas. Très vite, je me suis dit, il ne faut pas que ça brille, parce que si ça brille, si vous voulez, c'est à l'opposé, par exemple, de soulage, noir lumière. C'est à l'opposé de ça. Parce que moi, je pense que si ça brille, ça veut dire, si ça brille, forcément, il y a les lumières, le noir. Si vous mettez un tableau brillant, forcément, il y aura le reflet de ce qui est dans la salle. Hein. Je passe avec un peu de rouge devant un tableau de soulage, il est rouge. Hein. Ouais, c'est ça le noir lumière, hein. C'est juste, c'est un miroir. Alors oui, je me suis dit, non, je voudrais que le truc soit autonome. Donc, petit à petit, comme avec la photographie, j'ai fait en sorte de rendre ma peinture à l'huile très maigre, quasiment. Alors, c'est paradoxal, parce que le pigment, il est très beau, la peinture à l'huile. Je ne voulais pas d'acrylique et tout, donc avec la peinture à l'huile. Et là, encore une fois, je vous parle, tout ça, c'est en le faisant. Hein. Moi, au début, je n'ai pas théorisé ça. Après coup, je vous dis comment ça s'est passé. Donc, je me suis aperçu que quand c'est mat, quand on regarde le tableau, vous avez beau passer avec un pull rouge dessus, il va se passer quand même quelque chose, hein, mais beaucoup moins. Et la couleur, elle est beaucoup plus autonome. Et le tableau, il gagne, moi je trouve qu'il gagne en puissance. Il gagne en autonomie, quoi. Et ça me plaît beaucoup. Donc je me suis petit à petit
intéressé à cette idée de comment faire un tableau vraiment à lui, le mat, vraiment mat, qui ne brille pas du tout. Et ça revient à l'histoire des poudres, des photos dont on parlait ailleurs d'ailleurs. Ça revient à ça. Il a transformé presque ça en pastel sec. Tellement... En gros, l'idée, c'est de mettre le minimum de liant pour que le pigment il soit à sa richesse la plus totale. Mais il faut un minimum de liant, sinon après quand on frotte, ça disparaît. Et maintenant, par exemple, ce qui m'intéresse, après avoir fait ces tableaux sombres, et ça c'est en regardant, mais c'est toujours quand même en regardant la nature. Moi, par exemple, j'adore la lumière de l'aube. C'est la lumière quand le soleil éclaire la terre alors qu'il n'est pas sorti. J'adore. Pourquoi j'adore cette lumière-là? Ben, les photographes adorent ça, je crois. J'imagine que les gens de cinéma aussi. Enfin, ça doit même porter un nom au cinéma. Ces moments très courts où la terre est éclairée et le soleil, lui, est toujours pas là. Il éclaire le ciel et ça ricoche. Et ce moment-là, c'est le moment où il y a peu d'ombre. Il y a peu d'ombre parce qu'il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup moins. Et tout est couleur. Et au début, tout est presque pas couleur. Et petit à petit, on voit la couleur arriver. Ça me rendait fou le matin. J'avais envie de le peindre. J'ai pas le temps. Alors, j'ai fait même des photos avec mon portable et tout. C'était nul. Et, tout. Et je trouvais ça tellement beau. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de rendre ça avec de la peinture. Et alors, je suis passé des couleurs sombres aux couleurs claires. Je me suis aperçu que c'était beaucoup plus compliqué de les marier entre elles. Et petit à petit, j'ai essayé de faire vivre entre elles des couleurs extrêmement pâles. Alors, je ne me complique pas trop la vie, parce que déjà, je trouve que c'est compliqué comme ça. Et j'essaye de faire vivre 2-3 couleurs. Alors, dans mes fonds, j'en mets plein, mais je sais ce que je mets dans mes fonds. Je le sais, mais après, je ne le vois pas quand il n'y a que le fond. Moi, je fais un gris, dedans, j'ai mis une pointe de rose. Enfin, il n'y a que moi qui le sais, puisque je l'ai mis, mais même je ne le vois plus, mais je sais qu'il y est. Donc si après je vais travailler avec des complémentaires, des trucs où je suis pareil, extrêmement en douceur et tout, quand je vais poser la deuxième couleur dessus, putain, le rose, il va ressortir. Mais c'est pas le rose que vous voyez, vous, les spectateurs. Si, mais c'est parce que c'est votre œil qui le fabrique. C'est pas moi qui l'ai fait. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et ça fait, l'effet, ça le fait d'abord sur moi. Moi, j'ai mis, par exemple, une pointe de ceci dans une couleur. J'espère que l'effet va être celui-là, parce que c'est hyper empirique. Hein. Je peux pas le maîtriser, quoi. J'ai pas des trucs avec des burettes et des dosages et tout. C'est très empirique. Après, ça dépend de la quantité de couleurs qu'on met dessus. Si on en met trop, ça détruit, etc. Bon, c'est un peu cuisine, non, ce que je vous raconte. Mais en fait, c'est vachement... c'est pour vous dire que c'est tout ça qui anime. Et là, du coup, même si... mes maîtres de peinture et tout, même s'ils ont été là dans l'atelier pendant un moment et que grâce à eux j'ai eu envie de ça, là je les oublie. Là, je suis juste avec mon histoire. Je me dis, putain, il faut qu'ils deviennent roses alors que c'est du gris. Donc combien je mets de vert? Alors un vert de telle qualité, de telle nuance et tout. Et après, il faut que ce soit aussi, je sais pas moi, le champ de je sais pas quoi que j'ai vu. Et tout ça doit arriver en même temps. Et à la fin, je me suis aperçu que finalement, le truc qui me plaisait dans ces histoires de lumière qui vient, c'est là, au lieu de rentrer dans le tableau, c'est le tableau qui vient à vous. Le tableau, il a... c'est mon commentaire, hein, d'aucuns pourraient vous dire, ouais, Tracondi, il vous baratine. Moi, j'ai vérifié. C'est le tableau qui... En fait, c'est un peu... C'est l'idée, j'en reviens à... En fait, c'est comme faire des James Turrell, mais en peinture, sans les néons, sans les barricades autour, sans trucage. Moi, j'aimerais faire la peinture James Turrell sans trucage. Et c'est très ambitieux. Hein. Et en fait, c'est parce que ça ressemble... Je crois qu'en fait, c'est un truc qui me renvoie à l'idée de l'écran, mais pas l'écran du cinéma. Pas l'écran du cinéma, c'est-à-dire la grotte platonicienne où on passe devant et il y a votre ombre sur l'écran. Non, l'écran de votre portable ou de l'ordi, c'est-à-dire celui où vous avez beau passer devant, ça ne fait pas d'ombre sur l'écran. Et c'est la lumière aveuglante. C'est pour ça qu'il faut s'en méfier d'ailleurs des écrans. Mais c'est de l'ordre de l'aveuglement. Et c'est quelque chose qui vient à vous comme ça, et vous avez beau passer devant, il n'y a pas de filtre possible. Et je pense que, voilà, s'il y a un petit quelque chose qui aurait une forme de... comment dire, de contemporanéité dans mon travail, c'est plutôt par là que ça se trouve. C'est-à-dire d'être parti du clair-obscur,
d'être parti de toutes ces choses, le pictorialisme, toute la lourdeur 19e qui peut sembler des vieilles lunes, etc. Ça fait quand même penser à ces questions de la lumière et ça peut nous faire nous questionner sur où elle est la lumière aujourd'hui. Et elle est dans les écrans. Voilà. Donc vous voyez, un vieux peintre un peu couillon, il peut arriver à se poser, à se retrouver face à des choses qui sembleraient être comme une sorte d'adversaire. Mais en fait, c'est un vrai travail critique qui finit par arriver. Mais j'en avais absolument pas l'intention. C'est en travaillant que je me suis rendu compte que c'était un vrai sujet, quoi. Et depuis, je regarde mon écran différemment. C'est amusant. Moi, je vous ai raconté une histoire. Mais c'est mon histoire. Et c'est pas, en fait, vous voyez, c'est pas si incohérent que les objets peuvent le faire penser. Mais moi, je préfère prendre ce risque de cette incohérence-là plutôt que de faire le même tableau toute ma vie, comme certains le font. Je vais pas. Quand j'ai fait un truc, j'essaie de passer à autre chose. Alors c'est vrai, je sais, c'est pas très convaincant parce que la plupart du temps, on aime bien reconnaître plutôt que de découvrir. Mais voilà. Et je me suis aperçu tout à l'heure, je ne savais pas qu'il y avait ce dessin dans votre collection. C'est presque l'exposé du programme. Il y a le fusain noir et blanc dans un coin, il y a la question de la couleur, il y a l'idée qu'il y a la nature morte, il y a le paysage, puisqu'il y a un compotier qui est collé sur un paysage, puis le paysage il est à un endroit en couleur, puis de l'autre côté il est au fusain. Et que tout ça essaye de faire un tout alors que c'est que des morceaux qui sont à main. Et je crois qu'après mon effort ça a été de réunir tout ce qui est là comme ça, comme explosé, d'essayer de le réunir et de ramasser un peu toutes ces envies, tous ces désirs-là, petit à petit, les uns après les autres, d'essayer de régler les problèmes les uns après les autres. Voilà. Parce que je ne suis pas très mix média pour tout vous dire. Plutôt que le mix média, c'est toujours un peu pizza 4 fromages. Moi, je préfère ou anchois ou fromage. Mais c'est toujours un truc, ça a un côté séduisant, mais moi, en tant que spectateur, ça m'emporte assez peu souvent. Je suis toujours en train de voir le côté addition. Alors bon, il y a des gens qui arrivent à faire des trucs qui ne sont pas des additions. Le côté génial, par exemple, de l'étang donné. Moi, je suis pas un du Champien, hein, mais le côté génial d'étang donné, c'est qu'on regarde par la serrure. Si on voyait étant donné pas par la serrure, on aurait un truc d'addition. Ce serait juste une addition. Or, ce qui fait que c'est pas une addition, c'est hop, il nous renvoie à la question du monoculaire et du voyeur. Après, vous pouvez faire toute la psychologie, la psychanalyse que vous voulez là-dessus, mais ne serait-ce que d'un point de vue optique, il vous fait regarder par le trou de la figure et hop, et le truc prend. Mais bon, je ne peux pas faire 1 kilomètre sur les mix médias, je ne connais pas assez bien le sujet pour le développer. Je sais que c'est pas ma came, quoi. Voilà. Et j'aime bien les disciplines aussi. En plus, j'aime bien les disciplines. Je pense que la photographie a sa propre histoire. La peinture a sa propre histoire. Dieu sait qu'elle est lourde à faire de la peinture quand même, c'est gonflé, parce que le sac à dos, il est lourd. Hein. Et puis, il y a des mecs qui s'en sortent. Moi, il y a des mecs, même encore aujourd'hui, il y a des gens que je trouve convaincants. Moi, je trouve que, c'est pas dans mon registre, mais un mec comme Peter Doig, qui fait une sorte de sampling. Il faut être virtuose pour faire. D'ailleurs, je pense que c'est le peintre qui plaît le plus aux jeunes, Peter Doig. Peter Doig, il plaît énormément aux étudiants des Beaux-Arts, etc. Mais à juste titre, parce que c'est quelqu'un qui il est dans un truc comme avec la musique, il est dans le sampling. Lui, voilà, on pourrait dire, ça finit par être mix et machin et tout. Et il arrive à faire à mélanger, parce que chaque fois qu'il utilise Gauguin ou je sais pas quoi, parce que d'un coup il va utiliser Gauguin, puis après une pochette des Rolling Stones, et il a un truc pour les mettre ensemble, voilà, il sait faire ça, quoi. Et puis après la couleur, il fait voilà. Parce que le médium peinture lui permet, et il réussit l'exercice, de le réunir. Mais parce qu'il arrive à être à niveau dans son... Enfin, là je parle d'un autre, mais j'aime bien moi parler des autres artistes, hein, de toute façon. Et je pense qu'il arrive à mettre à niveau chaque morceau du tableau, il arrive à les mettre, entre guillemets, en harmonie, ou en disharmonie jazz, quoi, mais un truc qui marche ensemble. Voilà. Bah, il y en a plein d'autres, mais il y a encore des... Mais c'est vrai que ça devient rare et difficile.
Et c'est pour ça, j'imagine, que les jeunes gens, ils vont pas là. Ils vont ailleurs, dans d'autres disciplines. Je sais très bien qu'il y a un truc, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'anachronique, par exemple. Il y a un truc un peu d'anachronisme dans ce que je fais. Je flirte avec ça, voilà. Je flirte avec ça. Mais je pense qu'il est nécessaire. Enfin, qu'il est nécessaire. C'est même pas qu'il est nécessaire, je ne vois pas ce que je vais faire d'autre. Je ne vais pas faire des grimaces artistiques pour faire des grimaces artistiques. C'est ce qu'il y a de pire, quoi. Donc, mais même quand je dessine ou quand je fais mes aquarelles, moi en ce moment je fais des aquarelles. Alors je fais des aquarelles, pareil, je mets un truc devant moi, puis j'essaie de voir et tout. Puis je vois très très bien que d'un côté, par exemple, d'ailleurs quand je commence, c'est comme une étude documentaire, il y a le gâteau, je vais faire le gâteau, le raisin, le tout, je m'applique. C'est vraiment l'étude de doc et tout. Puis après, ouais, bon, ok, c'est une représentation. Et puis après, je peux dire, ouais, d'accord, mais là, le truc là et tout ça, puis je me lâche le jaune, le truc, et je fais l'artiste, entre guillemets. C'est pas convaincant non plus. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer. Je sais qu'il y a un point entre où c'est vrai, où il y a quelque chose qui est vrai du fait de poser de la couleur sur du papier, et que c'est vrai de comment je regarde. Comment je vais me mettre en accord ces deux choses, qui sont deux sens qui n'ont rien à voir. Hein. Enfin, ils ont à voir, c'est deux sens. Mais celui de la vue, celui du toucher, c'est pas du tout le même, par exemple. Comment je vais me mettre en accord ces deux choses-là, je ne saurais pas vous l'expliquer. Ce que je sais, c'est qu'en le faisant, je le sais. Enfin, en pratiquant, j'étais très bien au moment où ça y est, c'est vivant. Il y a un moment où c'est pas vivant, puis il y a un moment où c'est vivant, puis après il y a un moment où c'est plus vivant à nouveau. Est-ce que ça s'explique? Je sais pas. Je pense que c'est juste en pratiquant qu'on peut le savoir. Parce que autrefois, c'était génial, j'écoutais un type qui parlait de musique classique. Et là, il y avait une interview dans une émission sur France Q et tout. Ça m'a vraiment tapé dans l'oreille ce que disait ce mec. Et il y avait un grand chef d'orchestre qui était là. Et un instrumentiste, un pianiste, enfin, c'était des messieurs, moi je connaissais, j'ai oublié les noms. Hein. Enfin, puis d'un coup, il y a ce type-là, chef d'orchestre, qui dit, vous savez, de toute façon, la musique, c'est pas fait pour être écoutée, c'est fait pour être joué. Hein. Et j'ai trouvé ça terrible, dur et tellement vrai. C'est vachement, c'est fort, enfin, c'est violent, hein. Pour moi qui joue plus d'instruments depuis fort longtemps. Je trouvais ça un peu violent, mais ça veut dire aussi, quand vous l'écoutez, il faut la jouer. En l'écoutant, il faut la jouer. Donc voilà. Alors je ne sais pas si dans mon époque, ce genre de parole a une pertinence ou pas pour répondre à votre question, c'est tout. Je ne sais pas, ça c'est à vous de le dire. C'est peut-être impertinence, peut-être anachronique, ce que je vous ai raconté, j'en sais rien. Ça c'est ceux qui écoutent ou qui regardent qui le savent. Moi je fais ce que je fais de mieux au mieux, hein, c'est tout.